Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure mythique, le samouraï. D'où viennent-ils vraiment? Et ce fameux code, le Bushido, comment est-il né? On a exploré un article qui retrace cette histoire fascinante et, notre objectif est assez simple. Comprendre comment cette classe guerrière a émergé et quels principes guidaient leur vie. On décortique ça ensemble? Ah oui, avec grand plaisir. Pour comprendre, il faut vraiment se projeter dans le Japon de l'époque Heian. On est entre le 8e et le 12e siècle à peu près. L'empereur est à Kyoto, mais son pouvoir, il s'affaiblit beaucoup dans les provinces. Il perd la main en quelque sorte. C'est ça. Et ce vide progressif, il va permettre à des guerriers locaux, des hommes forts, de prendre de l'importance. C'est vraiment là que ça commence. Et le mot même, samouraï, il vient de saburaou, c'est ça, qui signifie servir. Exactement, ça nous dit quelque chose d'essentiel. À l'origine, ce ne sont pas l'élite dirigeante, loin de là. Plutôt des gardes armés. Voilà, au service de la noblesse impériale, pour protéger les domaines, ce genre de choses. Et leur compétence clé, c'était le Kyubanomichi. La voie de l'arc et du cheval. Des archers montés donc. Oui, très redoutables et très utiles à l'époque. On les appelle aussi les bushi, les guerriers. Et comme le pouvoir central peine à maintenir l'ordre, ces bushi deviennent de plus en plus indispensables. L'empereur Kamu, par exemple, face à des rébellions, il crée même le titre de Sei Taishogun. Grand général pacificateur des barbares. Un titre assez spécifique au début. Très spécifique, oui. Une fonction militaire précise. Mais ce titre va gagner un prestige énorme et, quelques siècles plus tard, il deviendra la clé du pouvoir politique. D'accord. Donc on a ces gardes, ces bushi, qui sont efficaces sur le terrain et qui gagnent en influence. Oui, à mesure que l'autorité centrale, elle, diminue. Et j'imagine que ça crée des tensions, des rivalités? Ah oui, inévitablement. Surtout entre deux clans guerriers majeurs, les Taira et les Minamoto. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. Leur affrontement, c'est la guerre de Genpei, entre 1180 et 1185. C'est un tournant absolu. Et les Minamoto gagnent, c'est ça? Oui, mené par Minamoto no Yoritomo. Et sa victoire, ce n'est pas juste la fin d'un clan rival. C'est beaucoup plus. En 1192, Yoritomo se fait nommer shogun. Et il établit son propre gouvernement militaire, le Bakufu à Kamakura. Loin de la cour impériale de Kyoto. Exactement. C'est une révolution en fait. Le pouvoir réel quitte la cour et passe aux mains du shogun et de ses guerriers. Le Japon féodal est né. Et les samouraïs, les anciens serviteurs, deviennent la classe dominante. C'est assez vertigineux comme parcours, hein? C'est un sacré parcours, oui. Et le Bushido alors, dans tout ça? On l'imagine souvent comme un code très ancien, très rigide, mais d'après ce qu'on lit, c'est plus complexe. Oui, tout à fait. L'image d'un code unique écrit une bonne fois pour toutes, c'est surtout une construction plus tardive. Le Bushido, la voie du guerrier, c'est en fait un ensemble de principes éthiques qui s'est développé lentement sur des siècles et qui a puisé à différentes sources. Ah oui, lesquelles par exemple? Il y a le bouddhisme zen, très important pour l'autodiscipline, la maîtrise de soi, l'acceptation de la mort. Le shintoïsme aussi pour la loyauté, le respect des ancêtres, des traditions. Et puis le confucianisme, qui a beaucoup influencé les relations sociales, l'éthique, la hiérarchie. D'accord. Et quelles sont les valeurs fondamentales qui en ressortent, celles qu'on associe le plus aux samouraïs? On retient souvent 7 vertus principales. Il y a la rectitude, le sens du devoir, gi. Le courage face à l'adversité, yu. La bienveillance, jin. Le respect, rei. La sincérité, makoto. L'honneur, meiyo. Et bien sûr au sommet peut-être, la loyauté absolue envers son seigneur, shuji. La loyauté, oui, c'est central. C'est fondamental. Mais ce qui est fascinant, c'est que cet idéal du Bushido, on l'a surtout formalisé, écrit, magnifié, bien plus tard. Ah bon? Quand? Principalement pendant la période Edo, à partir du XVIIe siècle. Une période de paix relative pour le Japon. Paradoxal, non? On codifie l'éthique guerrière quand il y a moins de guerre. Exactement. Les samouraïs deviennent aussi des administrateurs, des bureaucrates. Le Bushido devient alors aussi un code moral pour l'élite, un idéal de comportement. La réalité du guerrier médiéval était sans doute plus pragmatique, quoi. C'est une nuance très importante. Donc, si on résume ce parcours incroyable, on part de guerriers serviteurs spécialisés dans l'arc à cheval. C'est ça. Qui profitent d'un affaiblissement du pouvoir impérial pour monter en puissance, gagner une guerre civile majeure et finalement prendre le contrôle militaire et politique du Japon pendant des siècles sous la figure du shogun.
Voilà. Et leur code d'honneur du Bushido n'est pas un bloc figé depuis le début, mais un idéal complexe, influencé par plusieurs philosophies, et qui s'est surtout cristallisé et idéalisé plus tardivement. C'est une excellente synthèse. Et tu vois, ça nous laisse peut-être avec une question intéressante pour la réflexion. Ah oui, voilà. Comment cet idéal du Bushido, qui a été forgé il y a des siècles dans un contexte très spécifique, militaire, féodal, comment cet idéal continue-t-il d'influencer l'image du Japon, voire peut-être certaines perceptions ou certains comportements dans la culture japonaise d'aujourd'hui, bien après la disparition de la classe des samouraïs elle-même? C'est une très bonne question. L'héritage durable des idées, même quand le contexte a totalement changé. De quoi réfléchir.